Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Comment se prépare un plan de mobilité? Quelle est la part des experts, la part des politiques lorsqu'on modifie un sens de circulation? Comment est-ce qu'on motive ce genre de décision? Y a-t-il des données fiables en matière de mobilité, des méthodes, des formules qu'on peut appliquer pour prévoir l'impact d'une modification? Combien de temps faut-il pour mesurer les effets concrets? Est-ce que c'est facile de revenir en arrière? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, deux experts en matière de mobilité. Un qui est élu, c'est Yves Rouillet, vous êtes l'échevin de la mobilité pour la commune d'Ixelles, membre d'Écolo. Et un autre expert qui n'est pas élu, qui travaille lui dans un cabinet conseil, Alexandre Van Pestel, vous êtes un des associés du cabinet Espace Mobilité, avec un pluriel, cabinet indépendant. Ça veut dire que vous travaillez avec des pouvoirs publics, les communes, par exemple? Commune, région, tout pouvoir public, oui. Alors, avant de débattre, je vous propose de partir d'un exemple, c'est le plus facile. On va aller à Scarbeck, on remonte dans le temps, on est le 25 janvier 2022, et ce jour-là, la majorité scarbecquoise annonce son nouveau plan de circulation. On regarde un extrait d'un reportage qui a été réalisé ce jour-là par Camille Florat de Manet avec Frédéric Dehaenau. La chaussée de Actes, encombrée par la circulation, elle n'est jamais déserte, mais ça va bientôt changer, elle ne sera plus accessible que dans un seul sens. Notre objectif, très clairement, c'est vraiment d'apaiser nos quartiers, de pouvoir mieux partager l'espace public, donc avec une qualité de vie alors et un cadre de vie amélioré. Le projet global se construit sur le périmètre de la maille Collignon-Josaphat, sur 3 quartiers, le quartier des Azalées, Royal-Sainte-Marie et Cage aux Ours. La circulation a été étudiée avec des experts de la mobilité interne à la commune pour prévoir des boucles de circulation. Il s'agit donc de réduire le trafic de transit dans les quartiers. Il s'agit en effet de réaménager l'espace. On commence par ces quartiers très très denses, mais bien évidemment, cette philosophie de Good Move, nous voulons l'appliquer à l'ensemble des quartiers. Alors je me tourne vers Yves Rouillet pour commencer. On vient d'entendre ce reportage il y a plus d'1 an et demi. Ça, c'est une des nouvelles mailles apaisées qui fonctionne plutôt bien dans Bruxelles, celle du centre de Scarbeck. Travailler des experts mobilité de la commune, l'a dit Cécile Jodin dans le reportage. Comment est-ce que vous faites à Ixelles? Il y a une cellule mobilité dans la commune, il y a des experts extérieurs, comment est-ce qu'on travaille? Donc le service mobilité de la commune d'Ixelles est constitué de 3 personnes, bientôt 4, parce que nous allons engager un monsieur sécurité routière qui ne travaillera que sur les questions de sécurité routière. Les gens qui travaillent au service mobilité de la commune sont experts en mobilité, ils sont conseillers en mobilité, généralement géographes, urbanistes. Ouais. Et vous faites appel à des conseils extérieurs ou c'est pas utile lorsque vous devez faire un plan à Ixelles? Alors c'est à géométrie variable, parfois on fait des analyses en interne et parfois on fait appel à des bureaux extérieurs. On vient de faire un plan vélo par exemple et on a fait appel à un bureau de Gand. Une ville spécialisée sur les questions cyclistes. Tout à fait. Alors, je me tourne vers M. Van Pestel, cabinet indépendant. Votre fonction, c'est quoi? C'est donner des clés, donner des conseils, arriver avec un plan clé sur porte? Où est-ce que vous vous situez? D'abord, il y a beaucoup beaucoup objectivé au départ, quand même. Un vrai diagnostic, parce que je pense que ça reste la base aussi. Et puis proposer des scénarios, synthétiser des enjeux et réussir à amener le projet à un point fixe et à se mettre d'accord. Parce qu'après, forcément, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Donc on amène ces scénarios, ces différents éléments qu'on discute à différents niveaux, que ce soit les riverains ou le politique, et aider à faire le choix. Ça veut dire que vous allez accompagner le processus jusqu'à ce qu'il soit réellement implémenté ou pas? Alors, ça dépend des missions. Dans le cadre ici des quartiers apaisés, nous, la mission s'arrête plutôt au moment où on a plus ou moins défini le scénario à long terme et les étapes pour y arriver. Ouais. Alors, ensuite, c'est les communes qui font vraiment avec la région, parce que c'est une collaboration avec la région et Bruxelles Mobilité, qui font un peu le suivi et le monitoring du projet. Ouais, donc vous employez une dizaine de personnes, une petite dizaine de personnes dans votre cabinet. C'est quoi? C'est plutôt des urbanistes, c'est plutôt des experts de la mobilité, c'est un petit peu de tout? Types de profils, urbanistes, architectes, de tous horizons en fait, même, différents types de profils, mais passionnés de mobilité qui se sont formés dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine assez spécifique sur lequel on se forme aussi au fur et à mesure. Il y a beaucoup de cabinets comme le vôtre sur la place de Bruxelles? Ah, Bruxelles, je dirais 4-5 sur Bruxelles. Voilà, un petit peu en dehors aussi. Alors, au départ, il faut une impulsion politique, Yves Rouillet. C'est toujours le politique qui décide, là, on va devoir faire quelque chose parce qu'on a un problème de mobilité ou un souhait, une impulsion politique pour changer les choses?
Ça dépend de l'échelle, évidemment. Donc, quand on s'intéresse à un carrefour, il y a très clairement une impulsion locale. Quand il s'agit d'une maille apaisée, un contrat local de mobilité, l'impulsion, elle vient de la région. Et donc, c'est la région qui a fait un appel à projet proposant aux communes d'être candidates pour réfléchir à un plan de mobilité. Et d'ailleurs, c'est la région qui mandate un bureau d'études. Et qui va financer aussi une partie du travail. Qui va financer l'étude, oui. Et qui, après, nous donne une manne financière pour pouvoir réaliser des investissements pour mettre en place ce plan de circulation. Et pas que, parce que les contrats locaux de mobilité, c'est des plans de circulation, mais c'est aussi des aménagements pour améliorer, par exemple, la sécurité routière ou l'espace public. Et donc, les données, on va aussi les chercher en matière d'accidentologie ou d'usage de l'espace public. Et il y aura donc un aménagement qu'on espère qualitatif de l'espace urbain. J'aimerais comprendre quelles sont les données à votre disposition, Alexandre Van Pestel. Quand on s'attaque à la circulation d'un quartier ou d'un axe de circulation, on a quoi comme données? Vous avez des comptages, le nombre de véhicules, vous partez de quoi en fait? Alors, il y a déjà beaucoup de données existantes qu'on récupère, des termes, notamment en termes de sécurité routière. On a énormément d'analyses ces dernières années en région bruxelloise. Et donc, ça, c'est un peu. Tout ça est synthétisé. Du côté de la région, on récupère ces données-là. On récupère des données auprès des opérateurs de transport public. Les montées aux arrêts, l'efficacité des itinéraires transport, ce qu'on appelle les vitesses commerciales. Oui, ça veut dire qu'on va savoir, sur cette portion-là, voilà, le bus ou le tram, il roule à telle ou telle vitesse. Voilà. Et ça, c'est un indicateur pour vous. Effectivement, parce que ça montre à quel point est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est pris dans la congestion, est-ce qu'il est bloqué. Et donc, parce que ça amène énormément après de difficultés pour la gestion du réseau de transport public. Ouais. Ça, c'est des données comme ça, données vélo qu'on recueille ou via l'observatoire du vélo ou via des comptages de terrain. Et puis après, il y a toutes les données et tous les comptages qu'on fait nous-mêmes pour la mission. Et donc, qui sont des comptages routiers ou l'utilisation maintenant énormément aussi de données, ce qu'on appelle big data. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez avoir une vision quand même relativement précise et objective de ce qui se passe sur un grand axe, éventuellement sur une petite rue aussi, ou c'est plus compliqué? Ça dépend du type de comptage, mais quand on parle sur des enquêtes de comptage plus classiques, on voit très précisément les flux dans chaque rue, à chaque carrefour. Et on complète ça via des analyses, on va dire plus générales, comme les big data, qui permettent de comprendre les structures du trafic, les origines, destinations, et comment le tout fonctionne ensemble. Ouais, les big data, c'est quoi? C'est par exemple un navigateur comme TomTom, et où vous savez, Monsieur X part de tel endroit, il va à tel endroit, ou Madame Y. Hein. Oui, c'est ça, oui, parce que tout ça est agrégé, etc. Mais effectivement, ce sont des opérateurs de ce type-là qui fournissent ce qu'on appelle des floating car data, donc tout ce qui est de données GPS embarquées. Ouais. Et on travaille aussi avec les opérateurs de téléphonie pour connaître tous les grands mouvements d'origine-destination, mais là, tout mode confondu. Là, on n'est plus que sur la voiture. C'est vraiment pour les déplacements généraux. Ouais. Vous avez ces données-là à la commune d'Ixelles, Yves Rouillet? Alors, nous, on ne les a pas, mais la région les a et les bureaux d'études les ont. Donc, quand on parle de données, ce sont des milliers de données. Donc maintenant, les données dont on dispose aujourd'hui, en 2023, n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a 20 ans, quand je faisais déjà de l'urbanisme et de la mobilité. On comptait les voitures, et on les compte encore, parfois, avec des petits boudins. On compte les voitures comme ça, et parfois même, pour connaître l'origine, la destination du trafic de transit, on repérait une plaque d'immatriculation, et puis il fallait repérer la même voiture avec la plaque d'immatriculation à la sortie du quartier. C'était un petit peu artisanal. Mais ça vous simplifie la vie. Ça veut dire que quand vous décidez d'un changement de plan de circulation, vous avez une idée de qui ça va contrarier et qui ça va au contraire peut-être faciliter? Alors, ce que je dis toujours, c'est que l'ordinateur n'a jamais la science infuse. Donc pour dresser un diagnostic, on peut avoir une photographie ultra précise, beaucoup plus précise que jadis. Et puis on prend des mesures. Et le comportement humain n'est jamais le comportement de l'ordinateur. Les gens peuvent éventuellement décider de changer de trajet beaucoup plus en amont, dès Groenendaal. Ils peuvent décider d'éviter la place Flagey, d'éviter la place Fernand-Coq. On ne sait pas ce qui va passer par la tête des gens. Et donc, il est essentiel de refaire des mesures après avoir pris les mesures de mobilité. Ouais, une dernière question sur ces histoires de mesures, parce qu'on voit bien qu'avec les voitures, c'est relativement facile, surtout si on analyse les données des GPS et des choses de ce genre-là. Pour les cyclistes ou pour les piétons, on a aussi des données? Ça existe vraiment ou pas? Oui, il y a des comptages, il y a des organismes qui font des grands comptages piétons dans différents endroits de la ville, notamment dans les grandes zones commerçantes. Il y a l'observatoire du vélo avec des comptages très réguliers et on rajoute parfois des comptages encore manuels s'il le faut, si on veut objectiver encore certains éléments. Alors, on va prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Un projet qui a un petit peu moins bien marché. C'était à Anderlecht, c'était le quartier de Kuregem. Nous sommes toujours en 2022, mais c'était à la fin de l'année, le 22 septembre précisément. Et c'est Jean-Christophe Pezès et Nicolas Kenhardt qui, ce jour-là, étaient à Kuregem. Les blocs de béton entravant le passage sont toujours là, mais sans doute plus pour longtemps. C'en sera bientôt fini de la zone apaisée de Kuregem et certains ne cachent pas leur satisfaction. Bon, les gens ils voulaient même plus se déplacer en voiture, ils voulaient même plus sortir de la maison parce que vu que ça bouchonnait partout, surtout pendant les heures de pointe.
que ce soit le matin ou en soirée, c'était n'importe quoi. Là maintenant, on est content. L'arrêt de mort de cette expérience décriée a été signé hier par le bourgmestre d'Anderlecht sur notre antenne. Une mesure proposée pour restaurer la paix sociale dans le quartier. On le retire dans sa forme actuelle et on le rediscute avec les habitants. Et peut-être pas dans la même configuration, peut-être dans des quartiers qui sont dans des sous-quartiers, j'ai envie de dire, de Kuregem. Proposition approuvée à 150% par Défi, un des partenaires de la majorité. Nous ne pouvons pas non plus ne pas répondre aux citoyens qui sont en colère à Kuregem. C'est une colère légitime. Il y a une pétition qui a circulé de plus de 9000 signatures. Je pense aussi qu'il y a un moment où nous devons estimer que on a fait fausse route. Je pense que la consultation a été extrêmement faible et très orientée. On a fait une politique bulldozer que la population n'a pas admis et c'est ça la démocratie. Face à cette situation, les Verts isolés et mis devant le fait accompli, tente de rester constructif, non sans amertume. Je regrette que le bourgmestre a annoncé cette phrase hier à la télé. Nous sommes ouverts à la question de revoir ce plan autour de la table avec le quartier. La fin de la zone apaisée de Kuregem devrait être actée mardi prochain par le collège. Un nouveau plan de circulation va donc voir le jour. Quand ? Impossible à dire. Et pour certains membres de la majorité, c'est loin d'être une priorité. Alors Yves Rouillet, quand on voit ce reportage, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'experts ou paroles d'experts. C'est aussi très politique. Ça veut dire qu'un plan de mobilité, c'est les experts au début et c'est les politiques qui doivent assumer derrière ? Je dirais que c'est itératif. En permanence, on a besoin des données. En permanence, on a besoin de corriger le tir éventuellement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de citoyens qui disposent eux-mêmes de moyens de comptage, donc des Telram ou d'autres systèmes comme ça qu'on peut accrocher à la fenêtre et qui comptent les voitures. J'en ai 2-3 dans le quartier Flagey que je suis tous les jours. On en a donné tous les jours. Dans les tunnels de l'avenue Louise, par exemple, il y a des comptages tous les jours. Et donc on peut corriger le tir à n'importe quel moment. Ouais. Mais c'est quand même très politique, on voit ce qui s'est passé à Kuregem. On a quitté le domaine de la mobilité pour être dans un autre débat ? Alors, en matière de mobilité, il faut énormément de courage. Parce qu'on se fait flinguer par tout le monde. Par les cyclistes qui considèrent qu'on n'est pas assez radicaux, par les automobilistes qui disent qu'on est complètement dingue. Et donc, à un moment donné, on doit objectiver les choses et les données sont essentielles pour ça. Après, à un moment donné, il faut sentir quelles sont les fenêtres d'opportunité, où est-ce qu'on peut mettre le curseur. Je prends un exemple, le quartier Flagey. L'objectif, c'est d'apaiser le quartier, de réduire le trafic de transit. Il y a 18 points d'entrée et de sortie du trafic de transit. C'est une vraie passoire dans ce quartier. Et donc, on pourrait tout fermer. Je ne suis pas sûr que l'acceptabilité sera grande. Par contre, on peut ponctuellement faire des choses. Et nous, c'est un peu le pari qu'on a fait à XL, c'est d'avancer par phase. Alors, on y reviendra tout à l'heure à l'exemple de la place Flagey. Je me tourne vers Alexandre Van Pestel. On a entendu le bourgmestre d'Anderlecht, Faris Kumm, dire on va travailler sur des micro-quartiers. Est-ce que c'est plus facile de travailler sur des petits quartiers, voire sur un pâté de maison, que sur des grands ensembles ? On prend moins de risques ? On prend moins de risques, mais on travaille moins sur la problématique de base. C'est-à-dire peut-être qu'on va travailler sur 2-3 petits points ponctuels, mais ça manque d'une vision un peu plus large. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on veut régler sur ces petits points dans les quartiers. Donc on ne travaille pas en tout cas à la qualité de vie d'un quartier global. Donc c'est plus complexe. Est-ce qu'on peut faire une maille et puis on se dit tiens, dans 1 an ou dans 3 ans je vais faire la maille d'à côté, et on construit son Lego comme ça brique par brique, ou est-ce que ça marche pas ? Alors en théorie c'est ce qu'il faudrait, c'est une sorte de puzzle qu'on devrait construire au fur et à mesure, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, les communes de toute façon se portent volontaires entre guillemets pour rentrer dans cette démarche. Et donc, ce ne sont pas toutes les mailles les unes à côté des autres qui se mettent ensemble au même moment, ça c'est vrai, c'est une réalité. Et puis on s'est rendu compte aussi quand même au fur et à mesure, et on en a beaucoup discuté, c'est que parfois ces mailles, elles sont un peu trop grandes ou difficiles à appréhender. Parce que le tissu de la ville est comme ça, on est avec des quartiers, avec des formes très distinctes, avec des configurations comme assez spécifiques. Et il faut pouvoir par moment aussi rescinder un petit peu ces grandes mailles pour pouvoir mieux les traiter. Alors je voudrais vous poser la question du délai, parce que c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup discuté à Kuregem. Est-ce qu'il fallait attendre plus longtemps ou pas, et s'exposer à une colère grandissante des habitants? C'est quoi le bon délai pour juger des effets d'une modification en matière de mobilité? Est-ce qu'il faut attendre 3 mois? Est-ce qu'il faut attendre 6 mois? Est-ce qu'il faut attendre 1 an? Idéalement, on dit toujours de 3 à 6 mois pour voir vraiment les effets, le temps que les gens s'habituent. C'est comme pour une phase de chantier que tous les Bruxellois connaissent. On sait très bien que pendant quelques semaines, c'est un peu le chaos, le temps que les gens s'habituent. Et il faut voir, une fois que les gens ont changé de comportement, voir un peu les vrais résultats. Et donc, il faut de 3 à 6 mois pour avoir de vrais... Et je reviens aux opt-in mesures. Vous avez les moyens de voir
au bout de 3 à 6 mois si Monsieur X et Madame Y, dont on parlait tout à l'heure, ils ont effectivement changé leurs habitudes de mobilité ou pas? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du monitoring, comme M. Rouillet l'a abordé. Ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles, des points de mesure, des endroits clés qui vont être surveillés très régulièrement pour voir vraiment quelle est l'évolution. Alors, qui a changé, de quelle façon, ça, on ne peut pas le dire. Tout ce qu'on peut voir, c'est l'effet que ça a de manière globale sur le quartier. Alors, je vous propose un troisième exemple. On va parler des effets secondaires, puis certains diront peut-être les dommages collatéraux quand on change quelque chose quelque part, quelles répercussions ça peut avoir un petit peu plus loin. On va donc aller à Ixelles, ça va faire plaisir à M. Rouillet, on part sur la place Flagey, là on est en 2023, et c'est même il n'y a pas très longtemps, on est le 28 mars, reportage de Marie-Noëlle Dinan et Loïc Bourlard. C'est l'un des points noirs de la place Flagey, ce couloir où se mêlent voitures, cyclistes et transports en commun. À terme, les voitures devaient y être bannies. Mais le nouveau plan de circulation présenté lundi soir aux habitants n'en tient plus compte, au grand désarroi des chercheurs d'air. Il y a des mesures qui ont été faites au niveau du café Belga, derrière moi. On est à entre 3 et 4 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS quand on regarde les concentrations au dioxyde d'azote, qui est le polluant émis principalement par les voitures avec un moteur thermique. Dès que vous supprimez des moteurs thermiques, des voitures, des camions, vous réduisez la pollution de l'air. Ça, c'est mathématique. Donc ça aurait permis d'améliorer la qualité de l'air, c'est certain. Autre idée abandonnée, la mise à sens unique des rues Lesbroussard, Éperondor et Boundal. Une décision qui s'explique par l'arrivée d'une nouvelle donne. L'ampleur du chantier de sécurisation des tunnels Bailly et Vlorgat cet été. Même si les experts relativisent l'impact sur le quartier, les autorités communales ont choisi la prudence. Il était exclu de ne rien faire parce que la situation est bloquée depuis suffisamment longtemps et en même temps, ne pas tenir compte de ces nouvelles donnes était tout aussi imprudent. Nouvelle mise à sens unique, celle du square du Souvenir et de la rue Villain 14. À cela s'ajoute la fermeture complète du trafic entre les étangs le dimanche et la mise en place de pistes cyclables. Dans l'opposition s'indigne, le MR estime qu'il ne faut pas activer cette deuxième phase test tant que l'impact réel des travaux n'est pas connu. Voreut-Ixelles parle lui d'une occasion manquée d'apaiser le quartier. Quoi qu'il en soit, ces modifications de circulation sont officiellement testées à partir du 2 mai prochain. Alors, Yves Rouillet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a qui vous reprochent de ne pas aller assez vite, assez loin, et d'autres qui vous disent vous allez trop vite, vous allez trop loin. On va laisser de côté la question de la qualité de l'air qui a été pointée dans le reportage. Ce n'est pas tout à fait le sujet du débat aujourd'hui. On voit bien le sujet là. Donc, Bruxelles Mobilité et la région décident de travaux dans les tunnels. C'est sur l'avenue Louise, un tunnel Vlorgat, tunnel Bailly. Pour vous, ça vous oblige à revoir vos plans. C'est une frustration? C'est une précaution? En tant que chemin de la mobilité, c'est une frustration, c'est clair, puisque seulement une partie du plan que nous avions imaginé, et en particulier que j'avais piloté, peut être mise en œuvre ce 2 mai. Ça ne veut pas dire que c'est abandonné, parce que nous sommes persuadés, nous restons persuadés que la fermeture de ce petit tronçon de rue entre la place Flagey et les étangs d'Ixelles est indispensable pour mieux organiser ce carrefour qui est impossible. Donc c'est là où il y a notamment l'arrêt de tram, pour ceux qui visualisent un petit peu la place Flagey. C'est-à-dire qu'on pourra continuer à faire le tour par l'autre côté, dans un seul sens, mais qu'on ne pourra plus repasser à côté des trams. Ça veut dire que vous y allez y revenir à un moment ou à un autre? Ah oui, bien sûr. Donc en fait, tout le monde se précipite toujours. Et nous, on a pris l'option à Ixelles d'y aller par phase. Alors il y a certaines communes qui ont décidé de mettre en place tout le plan de circulation d'un coup, avec parfois ça passe ou ça casse, et nous on a dit dès le départ on y va par phase. On pensait qu'il y aurait 2 phases, en fait il y en aura peut-être 3 ou 4. Ouais. On a été salué par le Baumeister. Donc il y a eu un article, une interview de Baumeister, c'est le maître architecte de la région de Bruxelles, qui a dit que le plan Good Move était un bon plan, que la manière dont ça avait été mis en œuvre dans certaines communes était peut-être trop brutale, et il a cité Ixelles comme étant un bon exemple. Alors on va revoir peut-être une carte. Il y aura donc des sens uniques qui rentreront en vigueur début mai. Vous attendez à des protestations? Ça va être compliqué à mettre en place ou pas? On va évaluer. Et on est prêt, toutes les équipes sont prêtes, tous les experts sont prêts pour justement voir s'il y a du report de trafic dans une rue où ce serait indésiré. Donc on est prêt à éventuellement corriger le tir. Nous, on pense que ça va soulager le carrefour de la place Flagey et ça va sécuriser très fortement la sécurité routière entre les deux étangs. Ouais. Alors on a quand même dit dans le reportage, les experts ne sont pas sûrs que fermer les tunnels Bailly et Vlorgat, ça va avoir des impacts sur la commune d'Ixelles, parce qu'on est sur Bruxelles, sur l'avenue Louise, et notamment sur Flagey.
C'est-à-dire que vous attendez de voir, et si jamais ça se passe bien, vous pourriez accélérer de votre côté? On va refaire une évaluation. Je voudrais quand même corriger dans le reportage, on dit qu'on ne va pas mettre la chaussée de Bundal à sens unique, on va mettre la chaussée de Bundal à sens unique. Hein. Donc c'est toujours prévu, elle est d'ailleurs en chantier, et elle est d'ailleurs aujourd'hui totalement fermée à la circulation, ce qui participe un petit peu au stress. Hein. Fermer les tunnels et fermer la chaussée de Bundal, il ne reste plus beaucoup de passages possibles. Alors on va fermer les tunnels, on va surtout y faire des travaux, et puis on va le laisser à une seule bande de circulation pendant un certain temps, qui n'est pas tout à fait clairement défini. Quand on réduit comme ça une chaussée automobile, ça a vraiment des impacts sur les axes environnement. Alexandre Van Pestel, on peut avoir des exemples dans le passé, on peut avoir des certitudes ou pas? Ça peut, comme ça dépend vraiment, ça peut. Mais comme il y a beaucoup de cas qui ont montré qu'il n'y avait pas eu d'impact non plus. Si on reprend notamment le grand cas assez mythique du viaduc Reyers, où on pensait qu'il y aurait un chaos derrière, et en fait, il n'y a pas eu du tout. En fait, ça dépend vraiment de la configuration. Ça dépend de la configuration, ça dépend du type de trafic qui y passe, de la capacité à la base. Là, typiquement, dans les tunnels, on sait que la capacité sous les tunnels est assez importante. Et en fait, de réduire une bande, probablement, n'aura pas énormément d'impact sur les quartiers comme quand on a enlevé une bande rue de la Loi, on annonçait le chaos, finalement ça a été moins le chaos que prévu. On ne peut pas dire qu'il y a zéro effet, mais les effets ne sont pas le chaos. Ça veut dire qu'on a des effets vraiment à la marge, dans certains cas. Est-ce qu'on peut mesurer, on reprend l'exemple de la place Flagey, avec cette mise en sens unique d'un certain nombre d'axes de circulation, est-ce qu'on peut mesurer ce qui va se passer, ou prévoir ce qui va se passer dans le mois qui suit, dans les 3 mois qui suivent, ou ça c'est quand même impossible? Ça, c'est un sujet très délicat. On peut imaginer des itinéraires un peu intelligents que les gens prendront pour essayer d'éviter la situation plus conflictuelle. Donc on peut essayer d'imaginer des scénarios et voir comment on peut les accompagner. Mais savoir exactement comment les gens vont se comporter et l'impact exact, ça, c'est pas possible. Il y a les automobilistes qui vont changer leur trajet habituel. Il y a ceux qui vont passer vers un autre mode de transport, qui vont shifter, comme on dit, soit vers les transports en commun, soit vers le vélo, soit vers autre chose, être piéton par exemple. Ça aussi, on peut le prévoir ou c'est difficile à modéliser? C'est ce qu'on appelle l'évaporation du trafic. Donc personne n'ose donner des chiffres parce qu'il n'y a jamais de chiffre exact, parce que ça dépend de nouveau d'une situation à l'autre, c'est tout à fait différent. Mais effectivement, il y a du report modal qui se fait, mais aussi, on en parle assez peu, toujours du report temporel aussi. Ça veut dire que les gens évitent certaines heures dans la journée, décalent un petit peu leur arrivée au boulot. On évite les heures de pointe. Et depuis la période Covid, en plus, tout ça est devenu beaucoup plus flexible et plus facile. Et ça, le report temporel reste quand même aussi un axe important. L'évaporation, vous êtes un partisan de l'évaporation, c'est votre objectif, Yves Rouillet? Ah oui, mais ça se vérifie, mais c'est incroyable. Hein. On a pris quelques mesures là au mois de novembre. On n'a aucun problème de report nulle part. C'est incroyable. Moi, j'avais une petite goutte de sueur parce que je me disais, aïe, aïe, aïe. Parce qu'au mois de novembre, vous avez déjà changé certaines choses. On a mis un filtre modal rue de Hénin, on a mis à sens unique la rue Grès, c'est quand même pas banal. On a mis à sens unique la rue Mince. Et donc, il pouvait y avoir éventuellement du report. C'est le calme plat. Et donc, ça, c'est quand même impressionnant. Alors, comment ça se fait que ça se passe mieux à XL qu'à Kuregem? C'est quoi le secret? Je vous dis. On nous a traités de tortues, parce qu'on traîne trop. Moi, je dis, le plan local de mobilité, on a en fait 4 à 5 ans pour le mettre en œuvre. C'est comme un contrat de quartier. On reçoit une manne d'argent, on fait un plan et on a 5 ans pour le mettre en œuvre. Pourquoi tout le monde veut le faire en 3 mois? Nous, on a décidé de le faire par phase et chaque fois, on évalue chacune des phases. S'il y a un problème, on peut revenir en arrière. Donc, 2 mai, il y a des changements. Donc, autour de la place Flagey, vous allez devoir communiquer? On a communiqué déjà beaucoup, oui. Moi, j'ai organisé déjà 42 réunions de quartier. On a mis des panneaux orange absolument partout pour prévenir les automobilistes. On va distribuer des tracts aux voitures. Je le distribue moi-même. On prévient les commerçants, on prévient tout le monde. Une dernière question, Alexandre Van Pestel. Dans votre carrière, ça vous est déjà arrivé de dire à une commune ou à un élu, non, ça, faut pas le faire? Non. Non. Pas personnellement. C'est-à-dire pas le faire, quoi? Mettre une action en place? De renoncer à un changement? Non, ça non. Il faut toujours y aller. Idéalement, oui. En tout cas, j'ai eu la chance de ne pas avoir cette situation. En tout cas. Merci Alexandre Van Pestel du bureau Espace Mobilité, Yves Rouillet de la commune d'Ixelles. Demain, dans Plus d'Action, on parlera de la rémunération des élus et de leur système des pensions, en tout cas de celui des parlementaires. Est-ce que c'est vraiment trop élevé? Est-ce qu'il y a vraiment des députés qui vont toucher 7 000 € de pension et plus? On en discutera avec François De Smet du PTB et John Pitzey d'Ecolo. Puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on parlera de sac poubelle avec Alain Marron et aussi de culture avec Fatima Zibou et Yann Godsens. Continuez à bien vous informer et à demain.